Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont donc présents aujourd'hui dans la salle et ceux qui sont en ligne et qui suivent cette conférence voilà, derrière leur écran d'ordinateur. Donc, on est aujourd'hui donc tous ensemble pour un nouvel événement du comité scientifique Capitale Verte et Transition dans le thème du mois de mars, c'est-à-dire donc le thème énergie. Donc il y a eu un premier rendez-vous qui était le 4 mars dans le cadre des Midi Minatech. Là, c'est notre deuxième rendez-vous du conseil scientifique. Et puis, pour noter dans vos agendas, le troisième rendez-vous organisé par le conseil scientifique sera donc le 29 mars. Et vous retrouvez toutes ces informations à la fois sur notre site, sur le site officiel Green Grenoble, comme d'habitude. Donc, pour ceux qui découvrent nos activités, un petit rappel. Donc, ce comité scientifique rassemble une quarantaine de chercheurs, enseignants-chercheurs donc du site grenoblois, des chercheurs qui s'intéressent aux questions de transition environnementale à travers de multiples disciplines. Donc on a à la fois des sciences humaines et sociales, des sciences de la nature, des sciences de l'ingénieur, et chacun avec notre regard, avec nos méthodes de travail, avec nos corpus théoriques, on essaie d'apporter des éclairages, alors à la fois aux acteurs publics et privés, mais aussi dans le cadre de Capitale Verte 2022, des éclairages à toutes et à tous, donc des éclairages destinés à un grand public, un large public. Donc chaque mois, sur chaque thème, le conseil scientifique propose des événements, des conférences comme ce soir, mais aussi dans des formats plus variés, des expositions, des pièces de théâtre. Le mois dernier, vous avez pu assister à des spectacles vivants organisés avec des artistes par les chercheurs sur le thème de l'air. Et puis, dans les mois qui suivront, vous aurez aussi d'autres nouveautés à découvrir. Voilà. Donc, je suis ravie que vous soyez tous ici aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 29 mars et puis après, dans les mois suivants, sur les autres projets. Et je vous rappelle, dernière petite chose, enfin deux choses, que toutes nos séquences, tous nos événements sont enregistrés, sont rediffusables, enfin consultables en ligne, rediffusés en ligne. Et aussi qu'à côté de ces événements, nous avons lancé une collection d'ouvrages, de petits ouvrages en ligne, d'e-books gratuits et à télécharger sur le thème toujours des transitions environnementales. Donc, vous pouvez aussi sur le site des PUC, donc des Brest universitaires de Grenoble, retrouver ces textes qui accompagnent la dynamique du comité scientifique. Voilà, donc merci à Gilles d'avoir co-organisé avec ses collègues cet événement. Merci aux collègues aussi présents et aux conférenciers. Et puis, moi, je vais de l'autre côté du micro pour vous écouter attentivement. Merci. Alors, pour démarrer cette séquence, donc moi, je suis Hélène Clos, je travaille à la Métropole, je suis responsable de la mission stratégie, innovation, participation. Et on vous a proposé, alors pour ceux qui ont pu avoir l'invitation suffisamment en avance, de calculer votre empreinte carbone. C'est un calcul qu'on propose à tous ceux qui participent aux conférences du conseil scientifique. Donc pour ceux qui sont déjà venus, peut-être que vous l'aviez déjà fait. L'idée, c'est non pas de repérer qui agit bien ou pas, mais c'est vraiment de prendre le pouls de la salle pour essayer de voir dans la salle et à distance quelle est votre empreinte carbone. Et on va le faire via Klaxoon, du coup en vous posant une petite question quiz. Donc j'espère que tout le monde a réussi à se connecter. Et avec... normalement, vous devez pouvoir voir sur vos écrans Klaxoon cette première question. On vous dit une activité à démarrer et vous pouvez participer. On vous pose la question, comment se situe votre bilan carbone? Est-ce que c'est entre 2 et 5 tonnes? On n'a pas mis moins de 2 tonnes parce qu'on s'est dit que ce n'était pas réaliste. Entre 5 et 8 tonnes, entre 8 et 11 tonnes ou au-delà de 11 tonnes. J'espère que chacun d'entre vous a pu se connecter à Klaxoon. On voit que c'est en train de répondre. Hop, donc vous voyez à l'écran en même temps les participants et la quantité de personnes qui répondent. On est 28 à participer. Et donc, le bilan carbone de la salle se situe, alors, je
le vois pas sur mon écran à moi, mais on a entre 2 et 5 tonnes, sur, presque la moitié des participants qui est entre 2 et 5 tonnes. Donc on est quand même sur des gens qui sont déjà bien sensibilisés à cette question. 38% entre 5 et 8 tonnes et 14% entre 8 et 11 tonnes. Donc effectivement, on sent qu'on n'est peut-être pas sur le commun des mortels dans cette salle, et notamment pas sur le commun des Français. Je laisse Gilles réagir à sur cette question du bilan carbone. Effectivement, la moyenne française est à 9 tonnes de CO2, y compris les importations de produits manufacturés, et donc intégrant tout ce cycle de production jusqu'à la consommation ici. Donc une distribution qui tend plutôt vers le bas, même si finalement 9 tonnes, on n'est pas trop loin des deux extrêmes de la fourchette. Donc on a une petite courbe de Gauss déplacée légèrement, sensiblement vers le bas. Voilà, bravo pour votre contribution à une certaine forme de sobriété carbone. Et peut-être un petit message complémentaire sur cette question du bilan carbone. On vous le demande et on vous invite à le faire via le site Capitale Verte. Et puis si vous pouvez inciter les gens autour de vous à le faire, parce qu'on sait que souvent c'est un des premiers pas pour s'engager dans des changements de comportement. Et c'est aussi parce que ça va être un de nos outils d'évaluation de cette année Capitale Verte. Donc pour ceux qui sont d'accord avec ça, on vous invitera à le refaire d'ici 1 an et d'ici 5 ans, si tout va bien. Place à Anne Dalmasso. Oui, bonjour à tous et toutes. Donc, la thématique de la conférence d'aujourd'hui, vous l'avez vu, porte sur la question de la place des réseaux d'énergie. Alors, du XXe siècle à la neutralité carbone, ce qui était une manière d'introduire une dimension temporelle, voire historique, donc dans ces questions. Alors, c'est vrai que c'est une thématique qui peut paraître très technique, voire peut-être même un peu ésotérique pour celles et ceux qui ne sont pas très familiers de ces questions-là, mais nous sommes intimement persuadés que c'est une question qui est absolument majeure et que c'est une manière très intéressante et très pertinente d'aborder cette question de la transformation de nos systèmes de production et de consommation d'énergie. Bon, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la grande mutation des systèmes énergétiques depuis le 19e a été bouleversée de bien des manières, mais notamment par la mise en place de ces grands réseaux, et notamment ces réseaux techniques. Alors, vous le savez, le terme de réseau est très polysémique. Ici, on va s'intéresser à la question des réseaux physiques. C'est des tuyaux, c'est des fils dans lesquels passent soit des électrons, soit du gaz, soit du pétrole, soit de la chaleur aussi. Et la question plus spécifique qu'on va se poser ensemble aujourd'hui, c'est de la manière dont cette transformation des réseaux interagit avec les transformations du système énergétique et du transformation du système urbain. Et c'est autour donc de ces grandes questions qu'on a sollicité donc 4 collègues que je remercie très vivement d'avoir accepté de participer. Alors 2 à distance, 2 ici en présentiel. Qu'on va vous présenter dans un tout petit moment, après un autre temps donc d'interaction avec vous, là aussi pour prendre un peu le pouls de la salle, là, comme dit Hélène Clos, en vous posant deux questions. Il y aura donc 2 séries de questions, la première tout de suite, et puis à laquelle répondront d'une certaine manière les 2 premiers intervenants, et puis ensuite une deuxième série de questions auxquelles répondront les 2 derniers intervenants. Donc la première question, mais que vous allez donc voir apparaître aussi sur cette application Klaxoon. Alors on l'avait formulée de cette manière-là, prenez-la de manière la plus large possible. On l'avait formulée ainsi. De votre point de vue, l'adaptation de la consommation énergétique à la production variable, notamment des énergies nouvelles renouvelables, est-elle ou passe-t-elle d'abord par... Et là, vous avez 4 choix possibles. Je vous l'ai dit rapidement, si vous arrivez à les repérer sur l'application. Est-ce que ça passe d'abord par une meilleure compréhension des enjeux par les consommateurs ou citoyens, la variation instantanée des prix selon l'offre et la demande, une modulation contractuelle de la puissance fournie aux consommateurs ou des arbitrages négociés au sein de collectivités énergétiques locales? Bon,
regardez-les un peu à tête reposée. Vous voyez que ça correspond quand même à des grands... enfin voilà, il y a quelques gros sabots derrière hein, sur les types d'options qui sont proposées. Le but du jeu, c'est de voir quelle est celle que vous privilégieriez ou que vous privilégiez d'ailleurs, selon la position dans laquelle vous êtes. Convaincre, réguler par le prix, réguler de manière impérative par le contrat, ou régulé par la négociation. Alors vous verrez que vous pouvez répondre à cocher plusieurs cases en même temps, mais vous avez le droit de choisir pour privilégier. Alors, effectivement, toutes les réponses étaient bonnes et peut-être un petit retour pour les animateurs. La grande majorité des répondants ont répondu la première option, donc vraiment toute cette question de l'accompagnement des consommateurs autour de la meilleure compréhension, mais peut-être ça va même un cran plus loin, il faut comprendre et puis peut-être aider à agir. Après, la deuxième réponse principale, c'est la modulation contractuelle de la puissance fournie aux consommateurs, donc plutôt une logique technique. Ensuite, c'est la question des arbitrages négociés qui arrive aussi à 40%. Donc, on est vraiment très proche entre la 3 et la 4, la modulation contractuelle et variation instantanée des prix. Et en revanche, les participants ne croient pas à la deuxième. Les arbitrages négociés au sein des collectivités énergétiques locales, ce n'est pas une option qui est privilégiée. Il y a une deuxième question qui est plutôt de connaissance. Bon, peut-être juste un petit commentaire là sur la première. Bon, vous le voyez bien, évidemment, hein, il ne s'agit pas enfin, toutes les réponses sont bonnes d'une certaine manière, et c'est plus une manière de jouer un peu avec vous hein, autour de ces différentes options. Que vous croyez ou pas à la modulation par le prix et le marché, d'une certaine manière, je dirais peu importe, puisque c'est celle qui est privilégiée très largement en ce moment, mais la question était bien qu'est-ce que vous privilégieriez. Donc on est bien là sur une indication, sur une volonté ou une incitation justement à transformer ces modes de régulation. Et vous allez voir que dans les interventions qui vont suivre, bon, ces questions vont se reposer à différents niveaux. Mais avant, une petite question factuelle. Alors là, on est vraiment sur du quiz là aussi pour jouer, mais qui porte aussi sur cette question, donc, qui nous ramène à cette question des réseaux. Dans la grande remise en cause des grands réseaux macro-techniques, cette remise en cause prend des aspects qui sont très divers, hein, et notamment des aspects techniques, en dehors de dimensions qui sont économiques, sociales, politiques, etc. Et donc là, vraiment une petite question quiz. Quelles sont aujourd'hui les pertes en ligne sur le réseau électrique? 3 options, et là, il n'y a qu'une réponse qui est bonne. Alors, les participants ont répondu juste à 72%, puisqu'ils ont dit que c'était 10% effectivement de pertes. Et il y en a qui sont plus optimistes et qui pensaient que c'était plutôt 2-3%, mais par contre, il n'y en a pas de résolument, définitivement optimistes qui pensent qu'il n'y a aucune perte. En fait, c'était un piège, parce que la réponse pourrait être 2-3% ou 10% selon la manière dont on comptabilise en fait. Les 2-3%, c'est l'évaluation des pertes sur le réseau de transport, donc sur le réseau RTE, et c'est celui qu'on retrouve assez fréquemment. Par contre, si on inclut ensuite toute la partie distribution, donc sur les réseaux de distribution proprement dit, là on a encore à peu près 6% de pertes, plus quelques éléments encore qui nous amènent autour des 10%. Et vous voyez que dans si on vous a aussi posé cette question-là, c'est parce que ça nous incite à nous interroger sur ces questions d'échelle.
entre l'échelle des réseaux locaux qu'on considère de manière un peu spontanée comme étant plus efficients parce que sur des distances plus courtes, et puis la question des grands réseaux. Enfin, si vous avez quelques vagues souvenirs de ce que, pour ceux qui ne sont pas dans ces domaines-là, de ce que vous avez vu en physique, vous saurez qu'il y a des questions qui sont liées à la tension, à l'intensité, et pas simplement à la distance. Mais voilà, il s'agissait ici simplement d'attirer un peu l'attention collective autour de cette question des échelles et des manières différenciées dont elles peuvent fonctionner. Et maintenant, donc pour nous aider à réfléchir collectivement à toutes ces questions, donc deux premières interventions qui vont, vous allez le voir, reposer cette question des rapports entre la transformation des usages et la question du système énergétique et de la place des réseaux en leur sein. Donc le premier intervenant, c'est Jacques Percebois. Donc nos deux premiers intervenants sont en ligne. Jacques Percebois est économiste, un grand spécialiste des questions énergétiques. Alors professeur émérite à l'université de Montpellier, mais qui a été auparavant professeur à Grenoble, qui a été aussi directeur de l'Institut d'économie et de politique de l'énergie, que je signale, là c'est mon moment perso, parce que c'est un institut qui a joué un rôle très important dans mon parcours. Bon, c'est à la fois un universitaire, c'est un expert aussi, qui a travaillé pour nombreuses instances, et je le signale aussi, là c'est pour la partie... je signale aussi que c'est un vulgarisateur au sens le plus noble du terme. Et je vous recommande notamment son dernier livre, là, L'énergie racontée à travers quelques destins tragiques, qui est vraiment une petite perle pour aborder ces questions-là d'une manière qui soit extrêmement agréable. Et puis Daniel Florentin donc, prendra sa suite. Daniel Florentin est géographe. Il travaille actuellement, il est enseignant-chercheur à Mines ParisTech, et ses travaux portent sur les rapports entre transition environnementale et énergétique et réseaux urbains. Et il nous intéresse tout particulièrement parce qu'il a travaillé sur les impacts de la décroissance urbaine sur le fonctionnement des réseaux et de la ville. Et ça fait partie des grandes questions que se posent aujourd'hui les aménageurs, que ce soit dans le domaine de l'énergie ou que ce soit dans le domaine donc de la ville, la question de l'articulation entre les différents types de réseaux urbains. Alors on croise les doigts pour que la technique fonctionne et on donne la parole tout de suite à Jacques Percebois. Oui, bonjour à tous, bonjour, merci pour vos propos très aimables. Je voulais juste faire un petit point de détail là sur votre interrogation, le quiz. Oui, c'est 10% à peu près, sachant qu'il y a quand même 2 à 3% de ce qu'on appelle pudiquement des pertes économiques. Les pertes techniques par effet Joule, c'est à peu près 7%, à la fois sur le transport et la distribution. Mais il y a encore des pertes économiques, c'est-à-dire des gens qui fraudent. Alors avec les nouveaux compteurs, ça devrait disparaître. Donc on espère que les pertes vont être réduites en deçà de 10 ans. Prochainement. Voilà, le compteur Linky va y contribuer. Alors moi, je vais intervenir sur mobilité électrique, l'impact sur le réseau d'électricité, c'est-à-dire sur le réseau de transport et de distribution. Alors, il faut rappeler tout de suite, première chose, que la mobilité urbaine est dominée encore par la voiture. J'avais mis un slide, je ne sais pas si on le voit. On voit que de loin, c'est la voiture qui domine. En l'espace d'une dizaine d'années, un peu plus, eh bien sûr, la voiture a un petit peu perdu sa place au profit de la marche et au profit des transports collectifs, mais c'est quand même pas déterminant. Et le vélo, pour l'instant, a pas beaucoup gagné. Alors, les chiffres s'arrêtent à 2019, donc peut-être qu'il y aura une amélioration sensible dans les prochaines années. Alors, la slide suivante montre qu'en effet, dans la mobilité urbaine, vous voyez, les personnages qui vont à pied, c'est à gauche. Ceux qui prennent les transports en commun, notamment un bus, c'est sur le milieu. Alors, si tout le monde prend sa voiture, voilà ce que ça donne. Donc, la mobilité urbaine avec l'automobile, c'est mauvais parce que, eh bien, ça entraîne beaucoup de pollution et évidemment des pertes de temps. Donc, l'idéal, c'est de passer, si on veut garder quand même les véhicules, de passer aux véhicules électriques. La pollution est moindre, avec quand même une nuance importante à signaler. C'est qu'il faut que l'électricité elle-même soit décarbonée, parce que si vous faites de la mobilité électrique avec de l'électricité fabriquée avec du charbon, vous ne faites que déplacer
les conséquences environnementales, puisque la pollution est simplement déplacée du centre-ville vers les zones où la production d'électricité se fait. Alors, le véhicule électrique se développe. Aujourd'hui, on le voit sur la slide suivante, puisque en Europe, alors il y a un pays qui domine tous les autres, hein, c'est encore vrai aujourd'hui, c'est la Norvège. Alors, il y a une explication. Hein, les Norvégiens sont des gens dont le pouvoir d'achat est relativement élevé, et surtout, l'électricité en Norvège est complètement décarbonée. C'est essentiellement de l'électricité hydraulique. Hein. Donc, c'est important de ce point de vue, ça explique. Mais il n'y a pas que la Norvège. Aujourd'hui, pour faire simple, les derniers chiffres montrent qu'il y a à peu près 2 millions de véhicules électriques et hybrides en Europe. C'est à peu près moitié-moitié. Il y a un petit peu plus de véhicules électriques que de véhicules hybrides selon certains. Mais enfin, les pays qui dominent, c'est quand même d'abord la Norvège, puis l'Allemagne, puis le Royaume-Uni. La France est un peu plus loin, mais c'est quand même assez bien, elle est quand même assez bien placée. Alors, le goulot d'étranglement pour la mobilité électrique qui est souvent soulevé, c'est évidemment la recharge du véhicule. Alors, heureusement, la slide suivante le montre, au fur et à mesure que se développe le véhicule électrique, on voit que les recharges se développent elles-mêmes. Alors, je ne vois plus les schémas, enfin bon. Donc là, on voit qu'en France, c'est sur le cas français, on voit que les recharges se développent, c'est le schéma de gauche, à peu près au même rythme que le véhicule électrique, ce qui est rassurant. Alors, si on regarde la slide suivante, on voit que eh bien, les recharges sont très largement de trois natures, soit des recharges, je dirais, sur la voirie, soit des recharges sur les parkings, soit des recharges dans, je dirais, les entreprises ou éventuellement les commerces. Hein. Mais l'important quand même, ce sont les recharges par la voirie parce que c'est un élément déterminant si on veut faire de la recharge à grande échelle. Alors on voit que c'est variable. Le même schéma, mais sur la partie gauche, montre qu'il y a des disparités en France. Évidemment, il y a plus de recharges dans la région parisienne ou dans le sud. Il y a des zones, évidemment, où le facteur est plus faible, mais ça tient aussi à la densité de population, les zones rurales. Il faudrait étudier dans le détail cette complexité. La slide suivante montre que le véhicule thermique va disparaître. Alors ça, c'est une étude intéressante, c'est la dernière étude de RTE, le réseau de transport d'électricité, qui montre que l'objectif à l'horizon 2050, eh bien, c'est de décarboner le système énergétique français. Alors ça passe par plusieurs conditions. La première, c'est une forte réduction de l'énergie consommée, c'est-à-dire qu'on va réduire à peu près de 40% par rapport à 1990 l'énergie consommée en France, donc c'est très très ambitieux. Et la deuxième condition importante, c'est que la part de l'électricité dans cette énergie va considérablement augmenter. Aujourd'hui, l'électricité, c'est à peu près 25% de l'énergie finale consommée par les Français. À l'horizon 2050, ce sera 55%. C'est-à-dire que c'est avant tout l'électrification des usages qui va permettre la décarbonation, avec l'hypothèse évidemment que l'électricité sera décarbonée. Donc ça, c'est un point important. Alors les secteurs qu'il faut décarboner en priorité, comme vous le savez, c'est bien sûr le logement et la mobilité. C'est la raison pour laquelle le véhicule électrique est un élément important. Alors la slide suivante montre que, au fond, le problème du véhicule électrique, mais je vais passer rapidement, hein, vous aurez les transparents, le problème, ce n'est pas un problème d'électricité de térawattheure, ce n'est pas un problème de consommation d'électricité, c'est un problème de puissance. Hein, l'électricité, je le rappelle, quand vous achetez des kilowattheures, en fait, vous achetez le droit de vous connecter à une certaine puissance, donc un kilowatt, que vous allez utiliser pendant une certaine durée, et donc vous consommez des kilowattheures. Donc, pour le réseau électrique, le point important, ce n'est pas la quantité de kilowattheures, c'est la puissance qui est appelée à un moment donné. C'est complètement différent. Si on regarde la quantité de kilowattheures que ça va entraîner à l'échelle de la France à l'horizon 2050, ce n'est pas considérable. On estime, par exemple, Enedis estime qu'1 million de véhicules électriques, c'est à peu près 2 TWh. Remontable à peu près sur 9 millions en 2035. Les optimistes disent plutôt 15. Alors, imaginons que nous ayons 15 millions de véhicules électriques en 2035, ce qui me paraît beaucoup. Hein. Moi, je suis plutôt sur l'hypothèse 9 ou 10. Et prenez 15 millions de véhicules électriques, eh bien, à ce moment-là, ce n'est jamais que 30 TWh. 30 TWh,
c'est important, mais c'est jouable. La production française, la consommation française d'électricité, c'est 480 TWh. Donc, vous voyez, ça représente à peu près 6%. Donc, ce n'est pas du tout un problème d'électricité disponible. En revanche, le vrai problème, et la slide suivante le montre, le vrai problème, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'il faut que, au moment où ceux qui veulent recharger leur véhicule se connectent au réseau, il faut que le réseau puisse répondre. Et alors à ce moment-là, si vous avez, je dirais, beaucoup les fameux 15 millions de véhicules électriques, à ce moment-là, ça veut dire 10 gigawatts appelés aux heures de pointe. Alors si vous voulez, la pointe en France, c'est à peu près 80, 90, 85, 90 gigawatts. Exceptionnellement, on avait atteint 102 gigawatts en 2012, mais les électriciens, là, ces dernières semaines, leur grande préoccupation, quand il faisait froid, surtout, je dirais, fin décembre, c'était d'être sûr que le réseau, je dirais, allait pouvoir faire face à la demande de pointe, c'est-à-dire à 19 heures, quand tout le monde a besoin d'électricité, est-ce qu'il y aura suffisamment d'électricité disponible? Ce n'est pas une quantité d'électricité à consommer, c'est une puissance qui est appelée. Alors évidemment, si tout le monde veut absolument recharger son véhicule le soir quand il rentre à 19 heures et en plus veut utiliser une recharge rapide, eh bien le réseau aura du mal à répondre. C'est la raison pour laquelle les électriciens sur les réseaux se préoccupent, je dirais, du report d'une gestion de cette charge, de cette courbe de charge, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde ne recharge pas en même temps. À cela s'ajoute le fait que le véhicule électrique, il a une batterie et que cette batterie peut être utilisée pour stocker éventuellement de l'électricité. Alors chacune de ces batteries ne va pas stocker une grande quantité, mais si vous additionnez des millions de batteries, vous pouvez avoir à la fois une façon d'utiliser de l'électricité qui serait à un moment donné fatale, c'est-à-dire aux heures creuses, beaucoup d'électricité d'origine éolienne ou solaire qui pourrait à ce point-là être stockée, et à l'inverse, on peut utiliser les batteries pour déstocker de l'électricité qu'on injecte sur le réseau et ça rend service au réseau. Alors, ça c'est important, la slide suivante le montre. L'important, c'est d'envoyer un bon signal à celui qui dispose d'un véhicule électrique. Et le bon signal, eh bien, c'est avant tout un système tarifaire, c'est-à-dire qu'il faut lui envoyer un signal prix pour que la personne bien se comporte correctement, c'est-à-dire à la fois ne se connecte pas au mauvais moment et puisse éventuellement rendre service au système. C'est ce qu'on appelle des avantages systèmes, des services systèmes, c'est-à-dire que ces batteries peuvent servir en effet à maintenir la fréquence du réseau et éventuellement à utiliser ce qu'on appelle de l'électricité fatale, c'est-à-dire de l'électricité qui est injectée à des moments où on n'en aurait pas vraiment besoin. Parce que le problème d'un gestionnaire de réseau électrique, il est très simple, c'est qu'il faut que la quantité injectée sur le réseau soit strictement égale aux pertes en ligne près. Vous savez que maintenant, il y en a à peu près 10%. Il faut que la quantité injectée soit strictement égale à la quantité soutirée. Sinon, ça pose un problème, le réseau s'effondre. Alors, si vous injectez trop, il faut trouver quelqu'un qui éventuellement vous aide à prendre l'électricité dont vous n'avez pas besoin, que personne ne veut acheter, donc vous le payez pour vous débarrasser du produit, c'est ce qu'on appelle des prix négatifs. On a observé ça il y a quelques années, on n'est plus dans cette situation aujourd'hui. Et à l'inverse, si la quantité soutirée en aval est trop importante par rapport à la quantité injectée, le réseau risque de s'effondrer. Donc à ce moment-là, il faut faire du délestage, il peut être ciblé, et si vous ne faites pas de délestage, eh bien c'est le blackout. Donc le gros problème de l'électricien, slide suivante, ce sont les trois moyens principaux de pilotage des recharges, c'est-à-dire le décalage dans le temps de la recharge. C'est ce qu'on appelle le pilotage temporel, pour faire en sorte que tout le monde ne se connecte pas au même moment. Donc il faut faire des incitations de type tarifaire. Le deuxième réglage, c'est le réglage de la puissance de la recharge, c'est-à-dire demander à certains de ne pas utiliser la recharge, je dirais, complète, c'est-à-dire diminuer l'appel de puissance, donc un pilotage de la puissance. Et puis le troisième système de pilotage, c'est de demander au consommateur, éventuellement, s'il a de l'électricité chez lui, par exemple des systèmes solaires ou autres, eh bien d'utiliser son autoconsommation pour recharger sa batterie. Alors, vous voyez, si on veut schématiser le problème, la slide suivante le montre. Vous avez à gauche un cas où c'est mal géré, parce qu'il y a trop d'appels de puissance. Eh bien, l'objectif, c'est que vous avez une contrainte de puissance sur les réseaux. Et donc, si, avec de bons signaux tarifaires, une bonne information
vous envoyer ne serait-ce que des SMS, parce que les gestionnaires du réseau parfois peuvent envoyer des SMS pour que les gens se déconnectent, eh bien vous pouvez à ce moment-là passer la pointe. Un gestionnaire de réseau électrique, son obsession, c'est de passer la pointe. Ça, c'est l'obsession, sinon ça risque d'être le blackout. Donc, la slide suivante montre qu'il y a plusieurs systèmes, je ne vais pas m'étendre, des pilotages de différentes natures, qui sont des pilotages monodirectionnels, bidirectionnels. On peut utiliser, je dirais, des tas de situations. Et aujourd'hui, eh bien, sur le plan technique, on peut donner beaucoup d'informations qui permettent de bien gérer tous ces systèmes. Alors, ça suppose quand même une condition importante, c'est qu'on ait des ordinateurs qui gèrent toute cette information. Si vous avez des millions de véhicules, avec des millions de possibilités, avec des millions d'acteurs qui n'ont pas géré tous les mêmes comportements, eh bien, il faut pouvoir gérer cette information. Et les ordinateurs actuels ne permettent pas de gérer nécessairement toute cette information. Donc, l'électricien, demain, il aura besoin d'avoir ce qu'on appelle des ordinateurs quantiques qui vont pouvoir gérer de façon optimale toutes ces informations. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Donc, la slide suivante montre que le véhicule de demain, eh bien, il sera à la fois connecté et peut-être après autonome. Connecté, ça veut dire qu'il va rendre des tas de services, il va gérer des tas d'informations. Ça lui permettra notamment de se comporter en ville de façon optimale, sans faire d'accident. Enfin, cette information fait que les véhicules pourront quasiment après devenir autonomes. Un véhicule autonome, ça veut dire que pour rentrer de l'information, il se gère lui-même. Alors, je termine, enfin, encore un slide pour montrer que les batteries, c'est un problème central dans la gestion de la mobilité électrique. Alors, l'Europe n'est pas très bien placée. Si vous regardez les schémas, vous verrez que sur les 10 premiers producteurs de batteries dans le monde, vous avez 7 Chinois, vous avez 2 Corées du Sud et vous avez un Japonais. Donc, il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Européens. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de développer des usines de batteries en Europe. C'est une priorité absolue, sachant qu'on aura d'autres contraintes et l'actualité nous montre que ces contraintes vont être probablement un peu délicates à gérer. C'est qu'il faut des métaux, notamment certains métaux stratégiques comme le nickel, comme le titane ou autre. Et il y a un pays qui détient beaucoup de ces ressources, évidemment. Ce n'est pas le seul, mais il en détient beaucoup, c'est la Russie. Et donc, dans le contexte actuel, c'est un point qu'il faut quand même garder à l'esprit. Alors, je termine, et cette fois, c'est ma conclusion. Vous voyez que finalement, on va avoir un besoin croissant de flexibilité sur le réseau d'électricité. C'est-à-dire parce que ce qu'il faut éviter, c'est le risque de demande de capacité à l'horizon 2030, si on ferme trop de centrales. L'objectif aujourd'hui, c'est de ne plus fermer de centrales. Vous voyez, on avait prévu de fermer des centrales nucléaires. Aujourd'hui, non seulement on ne les ferme plus, mais on va très certainement gérer en construire de nouvelles. Le deuxième risque de tout gestionnaire de réseau, c'est de gérer des excédents importants d'électricité fatale aux heures creuses. Donc, il faut quand même pouvoir ne pas les perdre. Et donc, à court terme, c'est grâce aux batteries. Et puis, à moyen terme, ce sera en les transformant en hydrogène par l'électrolyse de l'eau. Et puis, il faut renforcer les réseaux pour gérer cette flexibilité. D'ailleurs, gérer cette flexibilité avec les interconnexions transnationales. Donc, il y aura beaucoup d'investissements dans les réseaux, et notamment le réseau de distribution, plus que le réseau de transport, les réseaux de distribution pour gérer cette flexibilité qui va être croissante, parce qu'on va avoir une offre qui sera de plus en plus flexible avec les renouvelables, dont l'intermittence parfois peut poser problème, et puis en même temps une demande qui, elle aussi, sera très différente, parce que vous aurez des usages dont la prévisibilité sera difficile. Voilà, merci. Bien, merci beaucoup. Donc, une première approche sur une des solutions qui nous est proposée dans ces vastes champs des politiques de décarbonation, donc qui répond finalement à la croissance d'un nouvel usage lié aux véhicules électriques, dont l'historienne au passage rappellera évidemment que c'est une très très vieille histoire, d'ailleurs même antérieure aux véhicules thermiques. Et qui peut-être nous conduire à nous interroger sur la pérennité dans le temps de l'objet même voiture et peut-être de son succès en tant que véhicule électrique dans sa dimension finalement de capacité à se couler dans le système existant, quels que soient les effets perturbateurs qu'elle peut avoir sur les réseaux électriques. Mais après donc
cette évocation d'un nouvel usage hein, qui est censé certes se substituer, mais en restant dans des pratiques qui sont celles que nous connaissons. Daniel Florentin donc, va évoquer une autre manière d'envisager ces questions-là, en abordant non plus cette fois-ci des questions de croissance, mais de décroissance, même si ce n'est pas forcément la décroissance telle qu'on l'entend communément, mais je le remercie beaucoup d'avoir pris un peu de son temps dans des conditions techniques qui ne seront peut-être pas optimales, mais pour nous dire quand même deux mots de ces travaux sur cette question des rapports entre diminution des usages et question des réseaux en espace urbain, qu'il a travaillé notamment donc, dans l'ex-Europe de l'Est. Donc s'il est avec nous, à lui la parole. Oui, j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, très bien. Très bien, merci beaucoup. Donc l'idée c'était de pouvoir proposer une entrée un petit peu particulière, comme vous l'évoquiez, sur les questions de décroissance des consommations, en le regardant notamment à travers le point de vue des entreprises qui gèrent ces réseaux. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui diffusez la présentation ou si c'est moi qui le fais, comme vous le souhaitez. Oui, il faut un petit moment pour que le PowerPoint charge. D'accord. OK. Donc, au fond, l'idée, c'était de regarder les questions que pose l'émergence d'une sobriété de fait. Je reviendrai un peu sur ce que, justement, j'entends par décroissance des réseaux, qui n'est pas nécessairement et uniquement une question liée aux questions de décroissance urbaine, donc, aux territoires connaissant des formes de désindustrialisation et de dépopulation, mais un phénomène un peu plus large. Et donc, l'idée, comme je le disais, c'était de regarder les questions que pose l'émergence de cette sobriété de fait, qui n'est pas forcément choisie, à la fois pour regarder les effets sur la stabilité des systèmes existants, mais aussi leur transformation aussi bien technique que sociopolitique. Et ça permet en fait rapidement de recroiser des questions sur la vulnérabilité des infrastructures, et ça remet en avant un certain nombre d'enjeux souvent jusque-là délaissés, notamment la question de la maintenance. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, merci. Donc la décroissance des réseaux, qu'est-ce que c'est? Alors c'est d'abord un phénomène assez simple, c'est un changement dans les régimes de consommation. Concrètement, ça veut dire que c'est un processus qui va à rebours d'évolutions longues et qui se manifeste par une baisse de la consommation dans un certain nombre de réseaux. Pendant longtemps, le principe économique qui a prévalu a en gros mis un signe égal entre développement du niveau de vie et développement de la consommation des flux urbains, que ce soit des flux d'eau, d'énergie et même aussi de déchets. C'est même l'idée que finalement on avait des réseaux qui non seulement accompagnaient la croissance, mais qui étaient parfois même des accélérateurs de croissance. Donc, ce qu'on peut observer là, c'est un phénomène un peu différent dans le domaine de l'énergie, un phénomène de diminution des consommations qui touche un certain nombre de territoires. C'est un phénomène qui est connu depuis en gros une trentaine d'années dans le domaine de l'eau, avec une baisse des consommations qui en fait est souvent peu connue parce qu'elle est lente et régulière, concerne les grandes villes européennes, nord-américaines ou japonaises, avec des baisses qui sont de l'ordre de généralement 1 ou 2% par an dans la plupart des grandes villes européennes. Et avec parfois des tendances beaucoup plus fortes dans des villes qui connaissent des chocs particuliers comme des questions de décroissance urbaine. Plus étonnant par rapport à ce phénomène qui touchait l'eau, on a pu observer aussi un phénomène relativement similaire dans le domaine de l'énergie. Alors là, vous avez deux illustrations du phénomène dans deux secteurs différents. Sur la gauche, c'est à travers l'exemple du chauffage urbain, où vous pouvez observer, donc là c'était dans une ville dans l'est de l'Allemagne, la ville de Magdebourg, qui a connu pour le coup une forte désindustrialisation, une forte perte de population, et donc sur un pas de temps assez long, vous avez une diminution par près des 2/3 de la consommation de chaleur dans le réseau de chauffage urbain. C'est donc le résultat combiné de désindustrialisation, d'une amélioration de l'isolation d'un certain nombre de bâtiments du stock d'habitat, avec des réseaux aussi qui sont arrivés à maturité. Ce que je vous montre là sur le cas de Magdebourg se retrouve aussi dans beaucoup de territoires, notamment du nord de l'Europe, et notamment dans les pays scandinaves, avec des réseaux qui arrivaient à un certain niveau de maturité se sont mis aussi à connaître une forme de diminution dans les consommations. À Copenhague, par exemple, la diminution, pour vous donner un ordre de grandeur, est de l'ordre de 45% de diminution de la consommation de chauffage en 15 ans. Et donc ici, vous avez un exemple encore différent sur un contexte local plus marqué, notamment lié aux questions de la transition post-socialiste. On retrouve ce phénomène non seulement dans
chauffage urbain, mais aussi dans le système électrique, de façon peut-être contre-intuitive pour une partie des gens dans la salle, malgré le développement d'un certain nombre de consommations liées au numérique. Alors ici, j'ai repris un graphique qui a été utilisé par Christophe Defeuillet, qui avait fait ce travail à partir de la consommation d'électricité en Europe sur une base de données récupérant les données sur 24 pays européens. Et vous pouvez constater qu'en dépit de la présence et de l'existence de YouTube à partir de 2004, mais 2008 vraiment pour son explosion, et de la même façon pour un certain nombre de réseaux sociaux, la consommation a tendanciellement connu une baisse sur l'ensemble des pays européens. On peut le retrouver aussi bien à l'échelle locale. Il y a un certain nombre de travaux, comme ceux de Julie Pollard, qui montraient que à Genève, par exemple, on observe depuis 10 ans, depuis en gros le début des années 2010, une baisse de 1% par an de la consommation en électricité. Donc, aussi bien à l'échelle macro européenne qu'à l'échelle micro, c'est un phénomène qu'on arrive à observer. Alors, il serait peut-être intéressant de voir dans quelle mesure il est toujours aussi, en tout cas, agnostique aux questions d'usage du numérique, ou si la tendance ne peut pas connaître une forme de stabilisation. A priori, c'est une sorte un début d'une forme de sobriété de fait. Et l'idée, c'est aussi de se poser la question, quelles sont les conséquences pour les réseaux et pour les gestionnaires de ces réseaux. Je vais vous demander de passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Et au fond, un des enjeux que posent ces diminutions de la consommation, c'est qu'elles constituent, ces baisses, un facteur de déstabilisation assez fort. Notamment parce qu'en fait, elles se retrouvent complètement à rebours du modèle technique et du modèle économique qui a été celui à l'origine du développement de ces systèmes énergétiques. L'un des principes de fonctionnement de ces systèmes, de ces grands systèmes techniques, ça reposait sur deux jambes. C'est des coûts fixes très élevés selon les types de réseaux, que ce soit du chauffage ou de l'électricité, vont être entre 60 et 80%. Donc ça, c'est un des aspects importants, des coûts fixes très élevés. Et de l'autre côté, c'est un système qui fonctionne notamment grâce à une croissance continue de la demande. Donc avec une demande qui plutôt que de croître de façon continue, se met justement à décroître. Vous pouvez constater de vous-même qu'on sort d'une certaine façon d'une forme de fonctionnement régulier, et on sort d'une forme aussi d'optimum technique et d'optimum économique. L'ensemble de ces baisses de consommation, en fait, a un certain nombre d'effets sur la façon dont le réseau fonctionne, générant un certain nombre de dysfonctionnements potentiels liés au surdimensionnement, et qui, donc, par ce surdimensionnement, engendre un certain nombre de pertes supplémentaires ou de besoins supplémentaires liés notamment à des besoins d'entretien ou de maintenance. Et en fait, à travers ces questions de surdimensionnement, ce qui se pose, c'est qu'on a une question sur la perte d'une des caractéristiques du réseau, à savoir les économies d'échelle permises par le fait de pouvoir distribuer une énergie et de développer un service à une échelle de plus en plus large. Et donc, face à cette équation économique relativement complexe, pour l'instant, on peine encore à trouver un modèle économique de la sobriété. Et dans la plupart des cas que j'ai pu observer, en fait, le modèle économique de la sobriété consiste surtout à passer d'une logique de facturation du service, d'une logique de facturation du flux à une logique de facturation du service. Et donc, on a pour l'instant simplement une logique servicielle à l'œuvre, sans nécessairement avoir trouvé quelque chose de relativement stable pour en faire quelque chose de pérenne pour les différents opérateurs de réseau. Un des objectifs qui est en fait aussi poursuivi dans les stratégies d'adaptation par rapport à ces questions de décroissance du réseau, c'est non seulement celle de passer à un système plus serviciel, mais aussi de retrouver de nouvelles formes d'économie, de retrouver de nouvelles formes de mutualisation, comme par exemple, il y a des projets qui vont mixer déchets, chaleur et électricité. C'est ce que je vais vous montrer dans la slide suivante. Au fond, l'ensemble de ces questions de décroissance des réseaux, ça sont des histoires qui mettent en avant des formes nouvelles de vulnérabilité infrastructurelle. Ça vient déstabiliser des systèmes en place, ça vient rendre l'ensemble des éléments du service sujets à des formes de vulnérabilité pour la qualité du service rendu, pour éventuellement aussi la capacité du service à répondre techniquement correctement. Les projets de mutualisation donnent en fait un exemple à plusieurs niveaux. On a un renforcement, par exemple, des interconnexions entre réseaux et donc des interdépendances de plus en plus fortes. Et ces interdépendances, elles font qu'on a qu'un problème sur le réseau a des effets en cascade sur d'autres. Ça, c'est un des niveaux possibles. Il y a aussi d'autres effets qui sont des effets de bord liés à des questions de cohérence entre politiques sectorielles, et c'est ce que je voulais
très rapidement évoqué avec un exemple relativement édifiant, mais en fait tout à fait ordinaire. Là encore, tiré d'un exemple sur le chauffage urbain à Magdebourg, la ville que j'avais évoqué tout à l'heure. C'est la capitale du Land de Sachsen-Anhalt, à l'est de l'Allemagne et au sud de Berlin. En 2008, la ville a décidé de transformer radicalement son réseau de chauffage urbain, qui était principalement alimenté par trois petites centrales qui fonctionnaient au gaz et au fuel et au pétrole. Si vous regardez sur le graphique en dessous, en fait, c'est assez cohérent parce que l'Allemagne, en fait, vous avez la part d'énergie fossile dans les systèmes de chauffage urbain. L'Allemagne est caractérisée par une très forte dépendance aux énergies fossiles pour le réseau de chauffage. Et donc l'idée, là, c'était un peu avant 2017, c'était en 2008. L'idée, c'était de sortir de cette logique de dépendance au marché du gaz et du pétrole, marché jugé trop volatile pour la fixation de leur prix, pour avoir une logique qui serait davantage un système plus local, plus vert, et donc via la construction et le remplacement du système antérieur par un incinérateur qui ferait aussi une usine de cogénération de chaleur et d'électricité. Par ce biais, ça permettait de fournir 50% de la consommation de la ville en électricité et 100% de la consommation de chauffage urbain, principalement dans les quartiers de grands ensembles. Donc l'idée, c'était un système plus local, plus vert, et dans les lois de transition énergétique allemandes, l'idée qu'il y avait de la cogénération était tout à fait valorisée et encouragée par les dispositifs réglementaires. Et puis en fait, tout un tas de villes alentours se sont mises aussi à développer leur propre logique avec un incinérateur qui allait produire chaleur et électricité. Et dans le même temps, on a aussi tout un tas de lois qui sont devenues de plus en plus strictes pour limiter la production de déchets. Vous le voyez sans doute peut-être arriver, mais un des résultats qui s'est posé, c'est que finalement, l'usine de Magdebourg qui devait incinérer des déchets locaux pour pouvoir alimenter le réseau de chauffage s'est retrouvée à un moment, comme la plupart des usines de la région, en manque de déchets. En manque de déchets, c'est un niveau assez important, notamment parce que pour le cas qui nous concerne ici, il y avait en gros 40% des déchets qui étaient manquants pour pouvoir, enfin en tout cas 60% des déchets étaient locaux et 40% étaient à trouver ailleurs. Il fallait les importer. Il fallait les importer, ça veut dire concrètement qu'il a fallu aller sur un certain nombre de marchés et contribuer à l'émergence de nouveaux marchés sur des marchés pas forcément aussi régulés que ceux du gaz et du pétrole pour aller chercher des déchets. Ces marchés ont conduit au fait que, par exemple, la ville de Magdebourg est chauffée grâce à des déchets provenant d'Irlande, d'autres villes en Allemagne ou aussi d'autres parties de Hongrie. Ce phénomène qui peut vous sembler complètement aberrant d'un point de vue environnemental pose aussi tout un tas d'autres questions. On retrouve exactement la même chose dans des villes beaucoup plus ordinaires, dans celles qui constituent les villes européennes métropolitaines. Amsterdam est chauffé grâce à des déchets qui viennent pour une grande partie de Turquie, par exemple. Au fond, ce qui a été fortement négligé dans cette trajectoire-là, c'est à la fois une cohérence entre un certain nombre de régimes régulatoires, puisque vous aviez d'un côté une incitation à produire moins de déchets et de l'autre côté des systèmes qui, pour fonctionner, avaient besoin de déchets et pour s'étendre de plus en plus de déchets. Et de l'autre côté, donc, vous aviez ces systèmes qui avaient aussi la volonté d'être plus verts, plus locaux et qui voulaient s'extraire de logiques de marché et qui finalement se retrouvent complètement emprisonnés dans de nouvelles logiques de marché et dans de nouvelles formes de volatilité des prix. Donc finalement, ça vous raconte aussi une histoire où les questions d'échelle ont été faiblement prises en compte. On a externalisé, ou en tout cas, on a simplement déplacé un certain nombre d'externalités. En parallèle de ces questions qui montrent que dans les choix énergétiques, pour essayer de décarboner un certain nombre de questions énergétiques, on se retrouve parfois confronté à un certain nombre d'imprévus, ou en tout cas d'éléments déstabilisants. Ces questions de vulnérabilité infrastructurelle et ces questions de décroissance des consommations, elles permettent de remettre en avant quelques questions importantes et quelques questions nouvelles. D'un côté, c'est la question des nouvelles formes de réseaux, notamment les mini-réseaux décentralisés, qui obligent radicalement à repenser les formes de solidarité autour d'un service. La plupart des services énergétiques tels qu'on les a conçus, construits, gérés, sont des grands systèmes techniques qui fonctionnent autour d'une solidarité à des échelles qui sont parfois, comme dans le cas français, à des échelles quasi nationales. L'idée était que toute sortie de ces
grands réseaux était éventuellement une tentative d'exclusion et éventuellement de ségrégation potentielle. L'idée à travers les mini-réseaux, et qui se développe beaucoup dans le domaine de la recherche, c'est d'essayer de repenser les formes de solidarité autour de systèmes qui ont un impact matériel et carbone beaucoup plus diminué, et aussi à travers lesquels on peut imaginer de nouvelles formes de tarification, de nouvelles formes de solidarité territoriale. Autre enjeu émergent, comme vous l'avez compris, l'un des enjeux pour une entreprise comme celle qui gère par exemple le chauffage urbain et l'électricité dans une ville comme Magdebourg, c'est de savoir comment on gère dans ces situations de crise, non plus la croissance de la consommation, mais déjà l'existence et la pérennité du système déjà existant. La question de la décroissance des réseaux, en fait, elle remet aussi en avant la question de la maintenance. Comment on fait pour tout d'un coup se mettre à réfléchir à la maintenance de l'existant? Et en fait, c'est un des problèmes tout à fait fondamentaux, puisque la maintenance est souvent le premier budget qu'on coupe pour contrecarrer les pertes de revenus liées aux pertes de consommation. Ça vous montre aussi à quel point les questions de sobriété et de neutralité, elles impliquent finalement de repenser le rapport à nos infrastructures, la place, la valeur qu'on leur donne, et aussi ce qui en assure donc l'héritage et toutes ses conséquences. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que la qualité du son était correcte. Merci Daniel, merci Jacques pour ces deux présentations. Pour pouvoir peut-être ne pas vous astreindre à l'ensemble de la discussion, et au cas où on est problème technique, on a choisi de vous poser des questions tout de suite, quelques questions tout de suite. Donc j'entame la salve de questions, la salle pourra compléter. Alors moi, ce que je retiens de vos deux présentations, c'est que une des façons, déjà on a deux réseaux qui sont soumis à des défis très différents, hein, et c'était la mobilité électrique qui renforce les besoins, et puis Daniel, vous avez parfaitement illustré la démarche contraire où les flux baissent pour diverses raisons, et la façon dont on peut venir s'adapter. Donc on est vraiment dans le sujet de l'adaptation des réseaux. Tous les deux, vous avez évoqué une forme d'extension spatiale de la ressource. Daniel, en évoquant l'acquisition de déchets venant d'autres pays. Jacques, en mentionnant les potentiels d'interconnexion et la façon dont elle peut finalement absorber avec l'interconnexion, donc au-delà du réseau national, et la façon dont elle peut absorber des variations, des points de production. Hein, inversement, à l'opposé de cette extension géographique de la ressource, il y a ce que vous avez évoqué, Daniel, les nouvelles formes de réseaux, de mini-réseaux. Hein, et donc, moi, j'aimerais vous adresser deux questions. La première, peut-être à Jacques Percebois, savoir si parmi les trois risques et les trois scénarios qu'il a identifiés à la fin de son intervention, il y avait aussi l'idée que les communautés énergétiques, que les micro-réseaux, des gestions plus territoriales de l'énergie auraient pu contribuer ou pas à l'absorption de l'accroissement de la demande, hein, liée à l'électromobilité. Et puis, Daniel, j'ai envie de vous poser la question, savoir si la dégradation du service ou la fermeture de tronçons de réseau est une hypothèse évoquée par les collectivités locales, et visiblement, selon votre intervention, ce n'est pas une hypothèse qui a été retenue. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle n'aurait pas été retenue, si j'ai bien compris l'ensemble de votre intervention? Je réponds. Je commence à répondre. Oui. Ah, vous m'entendez, ok. Oui, alors, il peut y avoir développement de micro-réseaux tout en maintenant un réseau interconnecté à l'échelle européenne. Il faut bien voir que l'interconnexion présente un avantage, c'est ce qu'on appelle le foisonnement.
Le foisonnement, ça permet d'expliquer que la puissance à installer sur un réseau interconnecté est inférieure à la somme des puissances locales, parce que tout le monde ne se connecte pas en même temps. En d'autres termes, si chaque ville faisait son petit réseau, eh bien, au niveau national, il y aurait besoin de plus de puissance installée que si on avait un réseau interconnecté, parce que grâce au foisonnement, eh bien, il peut y avoir des échanges à certains moments. C'est pareil à l'échelle européenne. On profite du foisonnement. À certains moments, la France est obligée d'importer de l'électricité d'Allemagne, notamment aux heures de pointe. À d'autres moments, on envoie de l'électricité en Allemagne et ailleurs. Alors, ce foisonnement, il présente des avantages, je dirais, du point de vue des économies d'investissement. Il présente aussi un autre avantage, c'est le secours mutuel. Si vous avez des petits réseaux qui ne sont pas interconnectés, si le réseau est défaillant, il n'y a pas de secours. S'il est interconnecté, il y a un secours. Ça n'exclut pas dans les projets qu'on a à l'heure actuelle, on va plutôt en effet vers un développement des réseaux, ça n'exclut pas un développement local et éventuellement des petits réseaux qui pourraient se connecter aux réseaux interconnectés, des petits réseaux qui permettraient par exemple d'utiliser localement de l'électricité produite avec du solaire ou éventuellement de l'éolien, qui permet d'utiliser localement ce qui peut être utilisé. Mais le modèle vers lequel on va, à mon sens, et c'est ce qu'on regarde les travaux à l'heure actuelle de RTE ou d'Enedis, c'est pas du tout, je dirais, de juxtaposer des petits réseaux. C'est de continuer à développer les réseaux au niveau local pour pouvoir absorber, par exemple, de l'électricité éolienne ou solaire qui est produite localement. Donc, cet élément local joue, mais maintenir l'interconnexion parce que l'interconnexion présente beaucoup d'avantages. Je voudrais revenir sur un point pour être sûr d'avoir été bien compris. On a parlé de décroissance ensuite. Il faut bien voir que dans les projections actuelles de RTE, qui sont quand même les projections qui vont être tenues dans la prochaine PPE en 2023, la nouvelle programmation énergétique, eh bien, la consommation d'énergie finale va fortement chuter. À l'horizon 2050, on devrait passer de 1600 TWh d'énergie, toute énergie confondue, à peu près 940, toute énergie confondue. Par contre, à l'intérieur de cette énergie finale, la part de l'électricité va augmenter. C'est-à-dire qu'on passera, si vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, de 25 à 55% de l'énergie consommée qui sera d'origine électrique. Et donc, ce sera entre 480 aujourd'hui, TWh, et on passera probablement à 650, voire 700. L'Académie des sciences dit même que ce sera plus. Elle est plutôt sur un scénario à 900. Mais ça veut dire qu'on peut avoir baisse de la consommation totale d'énergie avec augmentation de la consommation d'électricité. Ça s'explique par le recours à l'électricité, l'électrification croissante des usages. Alors, encore une fois, le réseau, il peut être interconnecté, il peut se développer. Ça n'exclut pas qu'il cohabitent ou qui coexistent avec des petits réseaux locaux, mais ce n'est pas le modèle dominant aujourd'hui. Merci. Oui, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, RTE, dans les programmations qu'ils avaient sorties en 2010, tablait plus sur une baisse de la consommation d'électricité et sur laquelle ils sont revenus dans l'idée de justement massifier l'électrification des usages pour même s'il y a une baisse prévue pour l'ensemble de l'usage de l'énergie totale. Par rapport à la question que vous posiez sur la dégradation du service, est-ce que ça a entraîné ou pas la fermeture de tronçons du réseau, c'est une solution qui effectivement n'a pas été retenue pour le domaine du chauffage urbain, ça a davantage été retenu pour le domaine de l'eau parce qu'il y avait des enjeux de vulnérabilité plus fortes avec des questions de stagnation de l'eau dans les réseaux, de temps de résidence plus important. La solution qui a été utilisée dans les réseaux de chauffage a été davantage d'essayer de en fait s'étendre davantage vers de nouveaux territoires pour essayer de pallier la baisse de consommation individuelle par une augmentation de l'assiette sur laquelle ça repose et aussi par par un jeu sur les questions de température dans les conduites en ayant plutôt un chauffage en sortie d'usine à 70 degrés plutôt qu'à 90 degrés pour essayer de limiter l'énergie nécessaire pour la production de cette chaleur. Et donc, ça permettait en fait de jouer sur certains éléments techniques pour essayer de limiter la facture totale des coûts de production et donc diminuer une partie des coûts fixes. Alors, il y a deux questions dans le chat. Une première interpellation sur
l'utilisation de l'hydrogène en disant que ça émettait des gaz à effet de serre. Donc, voilà, plutôt pour M. Percebois. Et puis une deuxième qui est plus pointue, ou plutôt une réaction que je vais lire. La mutation des moyens de chauffage, notamment ceux s'orientant vers les solutions de type chauffage urbain, n'oriente pas vers une baisse de la charge du réseau de distribution d'électricité. Quand bien même une baisse de la consommation est constatée, elle reste faible en milieu urbain et elle est principalement expliquée par la décroissance du tissu industriel. Parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on voit dans notre observatoire du plan énergie-climat. Pour l'instant, tous nos gains gaz à effet de serre, etc., ils sont plutôt liés au départ d'entreprises vers d'autres cieux. Seul le surdimensionnement des transformateurs impacte l'autoconsommation d'électricité. C'est ce qu'on appelle la perte fer, ce qui n'est pas le cas pour les câbles loi d'Ohm. Attention. Alors, je ne sais pas si ça suscite des réactions ou des réponses de la part de nos intervenants. Alors, sur l'hydrogène qu'on produit aujourd'hui, c'est de l'hydrogène qui est fait essentiellement à partir des énergies fossiles, c'est-à-dire on peut la faire essentiellement à partir du gaz, accessoirement à partir du pétrole, l'électricité. L'hydrogène utilisé aujourd'hui, elle est carbonée, hein, c'est sûr. L'objectif, c'est de faire de l'hydrogène à partir d'énergies décarbonées. Alors, il y a ceux qui sont partisans d'hydrogène à partir des renouvelables. Quand on a trop de renouvelables, alors on peut la stocker à court terme, si c'est du solaire ou de l'électricité éolienne, dans des batteries, mais ça, c'est pour le court terme, 24 heures, 48 heures. Par contre, si on veut faire du stockage intersaisonnier, il faut passer à l'hydrogène. Alors cet hydrogène, à ce moment-là, il est produit par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire que l'électricité obtenue avec le solaire ou l'éolien donne de l'hydrogène qu'on peut utiliser pour des usages ou éventuellement revenir ensuite à la production d'électricité. Mais pour l'instant, les rendements ne sont pas très bons. Si vous transformez de l'électricité solaire ou éolienne en hydrogène et ensuite vous repassez, je dirais, à la production d'électricité, par exemple, en y ajoutant du CO2 qui vous donne du méthane et vous repassez à l'électricité, le rendement, il est 30%, il n'est pas bon. Donc l'hypothèse, c'est plutôt d'utiliser cet hydrogène directement ou de faire des piles à combustible sans passer par la méthanation. Alors l'autre hydrogène qu'on peut produire, certains en sont partisans, c'est l'hydrogène qui serait utilisé en faisant l'électrolyse de l'eau, mais avec du nucléaire cette fois, en disant l'électricité nucléaire étant décarbonée, à certains moments on peut produire de l'hydrogène. Alors cet hydrogène ensuite, on peut l'utiliser en tant que combustible pour faire marcher des avions, pour faire marcher des trains. Il y en a déjà qui fonctionnent à l'hydrogène en Allemagne. Donc aujourd'hui, n'oublions pas, l'hydrogène, elle est carbonée. Hein, l'hydrogène produit est à partir de produits carbonés. En principe, demain, c'est de l'hydrogène qui sera produit à partir d'électricité qui sera, elle, décarbonée. C'est le point important. Juste un petit commentaire sur le côté réseau de chaleur et d'où viennent les pertes. Alors, effectivement, une partie vient est liée aux enjeux de désindustrialisation, mais typiquement, ce n'est pas le seul facteur. Ce qu'on peut observer, par exemple, dans un certain nombre de pays scandinaves, ce n'est pas du tout lié à ça, mais c'est plus lié à la fois des changements de comportement, plus à des pratiques d'isolation des bâtiments qui ont aussi contribué à une baisse des besoins sur un certain nombre d'éléments de chauffage. Et je vois qu'il y a une autre question sur les niveaux de vulnérabilité et de risque des différentes stratégies. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez exactement les niveaux de vulnérabilité, mais je ne sais pas un index de vulnérabilité, mais plutôt des éléments liés à ces vulnérabilités qui s'exercent sur les différents gestionnaires de réseau et les différents éléments qui constituent le réseau, des gestionnaires aux usagers en passant par les conduites ou par les câbles. Je ne sais pas si c'est à ça que vous faites référence. Qui évidemment montre que en fait, ces différentes stratégies peuvent avoir des effets parfois de renforcement ou de déplacement des vulnérabilités vers d'autres aspects. C'est un peu aussi l'idée que je voulais vous montrer via l'exemple sur l'incinérateur où face à une certaine vulnérabilité liée à la baisse des consommations et à une certaine dépendance à un marché qui était celui des énergies fossiles, on s'est retrouvé finalement enchâssé dans une autre forme de vulnérabilité lié à la nécessité de trouver des déchets qui n'étaient pas forcément compatibles avec d'autres systèmes régulateurs. Pardon, j'ai oublié d'appuyer sur le micro. Donc je disais qu'on passait au deuxième temps et dans lequel on va reposer cette question finalement aussi de l'articulation de ces différents réseaux entre le local, le national et l'international. Alors c'est vrai que pour les historiens, là aussi, hein, c'est une histoire de temps long, puisque c'est
cette réémergence finalement du local comme échelle souhaitée finalement de pilotage des systèmes énergétiques. C'est quelque chose que l'on connaît bien en historien, dans la mesure où toute une partie de l'histoire des systèmes énergétiques depuis la fin du 19e siècle a été justement une transformation de ces échelles, avec un moment qui a fortement porté l'échelon national après la Seconde Guerre mondiale, dans un moment où, bon, outre les nationalisations dans le cas français et quelques autres, mais la sécurité, l'autonomie énergétique a été pensée à échelle nationale. Et puis on arrive à un moment où cet échelon-là donc est très fortement remis en cause, et où cette articulation entre local, national, international donc est reposée d'une manière différente. Et pour ce qui nous intéresse, donc au sein de tout ça, il y a la question de l'efficacité des performances du système énergétique, et c'est le thème du deuxième petit quiz. Donc là aussi à apprendre vraiment pour un moment de respiration. La question, donc vous allez retrouver sur votre klaxoon là, était formulée ainsi: la performance du système énergétique est-elle favorisée par... Donc vous avez le choix entre l'amélioration des technologies de transport et l'efficacité énergétique, donc solution techno, les économies d'échelle induites par l'intensité de la production de chaque source d'énergie, donc une logique là, réseau mono-énergie, les synergies locales multi-énergie ou les synergies nationales multi-énergie. Donc là aussi, comme celle de tout à l'heure, vous voyez un peu les gros sabots qu'il y a derrière. On est bien d'accord qu'il s'agit là de vous inciter à vous positionner par rapport à quelques grands types, sachant que bien sûr tout se mélange. Donc à vous. Alors, un petit retour sur les réponses des participants. La première réponse, c'est la troisième là. Ah non, c'est pas la troisième à l'écran, c'est la deuxième. Les synergies locales multi-énergie. Il y a à peu près 2/3 des participants qui pensent que c'est autour de cette question des synergies que peut se trouver la solution à la performance du système énergétique. Juste en dessous, on a la question de l'amélioration des technologies de transport et de l'efficacité énergétique, à peu près égale avec les synergies nationales multi-énergie. Et en revanche, très peu de participants pensent que ça passera par les économies d'échelle induites par l'intensité de la production de chaque source d'énergie. C'est pas très étonnant vu le cadre dans lequel nous sommes, qu'il y ait une forte confiance ou en tout cas une volonté d'aller vers des synergies qui soient locales et qui soient multi-énergie, et qui participent de ce que j'évoquais à l'instant, de cette résurgence de l'échelon local. Enfin, quand on a dit local, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'entre un échelon municipal ou d'agglomération et un échelon individuel, on a évidemment toute une gamme de situations qui, comme vous le savez, sont extrêmement diverses. Mais parmi ces solutions locales qu'on a déjà évoquées, il y a notamment celle des réseaux de chaleur, et bien sûr dans une ville comme Grenoble qui dispose d'un réseau de chaleur qui est particulièrement développé. Ça nous paraissait intéressant d'avoir un petit focus là-dessus, donc avec là une question factuelle toute bête, avec là une seule bonne réponse. On vous demande en France combien compte-t-on aujourd'hui de réseaux de chaleur, et vous avez le choix entre une cinquantaine dans les grandes agglomérations, 800 avec des petits et des grands, ou plus de 2000 avec un fort développement récent pour alimenter les territoires ruraux.
Alors, la réponse, pour 46% d'entre vous, vous croyez dans les réseaux de chaleur, vous pensez qu'il y en a plus de 2000 et plutôt un fort développement dans les territoires ruraux. Donc c'est 46% d'entre vous, et la bonne réponse était 800. Il y en a des grands et de petits, mais on est plutôt sur une étape intermédiaire. Et vous étiez 18% à penser qu'il y en avait juste une cinquantaine dans les grandes agglomérations. Repérés. Il y en a effectivement de grands et de petits. C'est vrai que ce chiffre de 823, c'est vraiment une fourchette haute. On peut retrouver des chiffres d'ailleurs qui sont bien inférieurs quand on avait des modes de calcul qui étaient plus restrictifs sur la longueur des réseaux, puisque là, dans ces 823, on a à la fois des très gros réseaux, donc comme celui de Grenoble ou évidemment de la région parisienne, et puis aussi de tout petits, avec quelques kilomètres de réseau, quelques centaines, voire quelques dizaines de logements, donc avec des situations du coup qui sont extrêmement différentes, mais qui incarnent donc cette spécificité de ces réseaux qui sont à la fois locaux et qui par définition ne sont pas connectés, pas interconnectés du fait de la spécificité de ce système-là. Et pour aborder donc cette question de ces réseaux à leurs différentes échelles, donc deux intervenants. François Ménard, d'une part, qui est donc sociologue, qui travaille au PUCA, donc du ministère de la transition énergétique. Je reprends mon papier pour ne pas dire des bêtises. La transition écologique et solidaire. Et solidaire, je vais y arriver. Elle n'est plus solidaire aujourd'hui. Bon, vous interpréterez ça comme vous voulez. Il coordonne donc des travaux à dominante SHS, et nous l'en remercions beaucoup, au croisement des questions d'habitat, d'urbanisme, d'énergie, de transformation numérique du territoire également. Et puis succédera ensuite Christophe Bouneau, qui lui est historien de l'énergie, de l'innovation, des territoires, notre grand spécialiste de l'histoire des réseaux, et notamment des réseaux électriques. Je mentionne rapidement qu'il est aussi responsable d'une chaire qui s'appelle RESET, pour Réseau électrique et société en transition. Et là, je le signale, puisque c'est une chaire qui est coportée avec Enedis et RTE. Donc là, voilà, les choses au moins sont claires, et qui vise à repenser de manière pluridisciplinaire le rôle des réseaux dans la transition énergétique. Et vous aurez donc pu constater que nous avons choisi de faire clôturer la séance par un historien, ce qui est une manière aussi d'affirmer notre manière de positionner l'histoire dans ces questions. François Ménard, c'est à vous. Merci. Je vais juste commencer par cette question des risques de conflit d'intérêts et vous dire d'où je parle. Donc, moi, je suis agent contractuel de l'État plus ou moins fonctionnalisé. Je n'ai pas encore complètement résolu la question. Je ne suis pas rémunéré pour des missions tierces. Je suis dans un organe qui se trouve à l'intérieur d'un ensemble ministériel, mais qui dispose de garanties d'indépendance liées à l'existence d'un comité d'orientation avec des professionnels, un conseil scientifique. Donc je ne suis pas dépositaire de la politique de l'État ni du gouvernement, mais bien évidemment j'ai un point de vue situé et sans doute orienté par l'objet de mon service qui consiste à mener des travaux de réflexion, de recherche pour éclairer la décision publique à l'échelle nationale, à l'échelle locale, sur les domaines de la construction, de l'urbanisme et des politiques de l'habitat. Alors, la question énergétique et la question des réseaux, elle était assez éloignée de son périmètre jusqu'à une période récente. Et donc, l'intervention que je vais faire, et je vais dérouler la réponse à une question qui est l'intitulé de mon intervention, c'est l'énergie, le réseau et le territoire, ou comment composer du commun et servir l'objectif de transition écologique dans un monde interconnecté et compliqué, multivecteur, multi-acteurs et multi-échelle. Et donc, je partirai finalement de l'échelle la plus locale, celle du bâtiment, celle qui est l'un des objets centraux de l'activité du service dans lequel je travaille, pour monter à la fois en généralité, monter en échelle et diversifier la lecture technique et socio-technique du sujet, en incorporant, et je donne un secret de fabrication de ce séminaire qui ne vous a pas été livré, en incorporant
des éléments contre-intuitifs, puisque c'était la commande des organisateurs d'introduire dans nos interventions des éléments contre-intuitifs de façon à stimuler la discussion et le débat. Et donc j'ai bien peur d'ailleurs dans mon intervention de me retrouver un petit peu en désaccord avec Jacques Percebois et un petit peu en désaccord avec son contradicteur. Je prendrai sur moi, comme ça, de façon christique, l'ensemble des tensions qui pourront émerger. Alors, je pars du niveau local et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps en vous rappelant que en matière de transition écologique, on a un référentiel qui aujourd'hui est assez largement partagé, qui ne vient pas de l'État, qui vient de la société civile, mais qui est assez largement aujourd'hui mobilisé par l'action publique. C'était le référentiel proposé par Negawatt il y a une quinzaine d'années, à savoir un référentiel inspirant, structurant les pratiques, fondé sur le triptyque sobriété, efficacité, emploi des énergies renouvelables, dans ce sens-là. Donc, priorité donnée à la sobriété, qu'on retrouve un petit peu dans le triptyque actuel, éviter, réduire, compenser, sauf que les énergies renouvelables ne sont pas de l'ordre de la compensation. Donc, priorité donnée à la sobriété, à l'échelle des bâtiments, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville. Donc, la meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée, le meilleur déplacement, celui qui consomme le moins carbone est celui qui n'est pas fait. Après, on peut le faire avec plus d'efficacité et on peut le faire en s'appuyant sur des énergies renouvelables. Mais je voulais introduire une question seconde, et c'est là d'où viendra le paradoxe ou les éléments un peu contre-intuitifs. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur la sobriété qui doit rester finalement l'élément premier de nos référentiels d'action, qui de la recherche d'efficacité énergétique poussée des bâtiments ou des développements des énergies renouvelables à l'échelle locale doit être privilégié? Alors la réponse est l'efficacité, bien sûr, avant le recours aux énergies renouvelables. Eh ben, c'est un petit peu plus compliqué, ça n'est pas vrai tout le temps, dans toutes les conditions. Enfin, c'est ce que je vais essayer de vous dire à partir des travaux de recherche en sciences sociales, sciences de l'ingénieur, sciences politiques, économiques, que nous avons pu lire, mener, soutenir ces 10 dernières années. Alors, je dévoile tout de suite un petit peu la réponse. Pourquoi l'efficacité n'est pas toujours la priorité seconde, mais peut-être parfois troisième, en tout cas pas tout le temps et à toutes les conditions à privilégier, c'est parce qu'il peut être extrêmement difficile et excessivement coûteux d'atteindre les quelques kilowattheures par mètre carré et par an d'efficacité énergétique en plus, permettant de réaliser une surperformance énergétique qui sera par nature sensible aux moindres malfaçons ou mésusages. Je m'explique. Aujourd'hui, à la fois théoriquement et empiriquement, on constate que quand on cherche à avoir des consommations extrêmement faibles dans les bâtiments de l'ordre de 50 ou même 80 kWh par mètre carré et par an, on a des mesures qui présentent des dérives de 30%, 50%, 100%, 200%, 300% parfois. Et je donne l'exemple de la ZAC des Batignolles à Paris, mais c'est le cas dans un certain nombre de bâtiments des écoquartiers. Alors ça s'explique à la fois facilement mathématiquement, physiquement, sociologiquement. Mathématiquement, puisque plus on a des grandeurs faibles sur le plan unitaire, plus on a des grandeurs faibles, la moindre variation unitaire va représenter un pourcentage important. Mais sur le plan physique, plus on a un système optimisé énergétiquement, plus les variations d'usage risquent de dégrader sa performance et plus les malfaçons initiales vont le faire aussi. Donc il y a l'hypothèse qu'on a des courbes d'apprentissage qui vont réduire le coût, mais plus la performance est élevée, plus cette pente est raide et plus elle est difficile à planir. Donc, examinons ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Est-ce que les sommes allouées à cette ambition ne pourraient pas être mieux employées et servir, par exemple, à mutualiser une production commune d'énergie renouvelable, chaudière bois, cogénération, panneaux photovoltaïques, hydroliennes, autres, ce qui permettrait de participer à la transition écologique avec des moyens dont l'usage, finalement, permettrait de substituer aux énergies existantes des énergies plus durables. Sans compter que ce type de démarche, donc ces formes mutualisées à l'échelle du bâtiment, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la commune, de production ou d'énergie,
peuvent produire un certain nombre de coûts de transaction, certes, par les décisions qu'elles demandent, par les accords à trouver, mais ça peut produire aussi des externalités collectives par la prise de conscience la diversité des ressources qui sont à nos dispositions, l'articulation entre la sobriété, l'efficacité, le recours renouvelable, et puis s'articuler à d'autres projets collectifs qui peuvent porter sur de l'alimentation, qui peuvent porter sur de la mobilité. Donc on peut créer des formes d'organisation collective à partir de ça que l'approche strictement technicienne à l'échelle du bâtiment ne permet pas nécessairement de produire. Donc ces moyens mutualisés, ça peut être sous forme diverses, et sous forme électrique, cette production, elle peut être partagée. Alors, je donne juste cet exemple-là, sous forme d'autoconsommation collective, elle peut être revendue avec l'obligation d'achat, et elle peut être commercialisée de gré à gré ou auprès d'entreprises à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les Power Purchase Agreements, qui pour l'instant ne concernent pas directement les particuliers au niveau de l'achat. Donc dans tous les cas, cette énergie électrique, quel que soit le mode conventionnel par lequel on la partage, on la redistribue, on la réalloue, elle transite par le réseau public, en France et en Europe, c'est une directive européenne hein, dans le résidentiel, d'utiliser que des réseaux publics pour la distribution, tout simplement pour des raisons de libre accès aux fournisseurs et de concurrence libre et non faussée en matière de fourniture, ce qui est des choses qui peuvent changer. En tout cas, elles passent par le réseau public de distribution et consommées par les points de soutirage actifs les plus proches, indépendamment des contrats passés et de leur allocation théorique. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment poursuivre ? Eh bien, il y a plusieurs remarques qui s'imposent. La première, c'est que cette électricité injectée sur le réseau n'est pas toujours synchrone avec la consommation d'électricité à l'échelle locale. Et Jacques Percebois en a dit un mot tout à l'heure. Les besoins locaux ne coïncident pas toujours avec les temps de production. Elle est de fait mutualisée à travers le réseau au bénéfice ou en concurrence avec d'autres usages ou d'autres apports. Pour le dire de manière simple, le système n'est pas toujours optimisé, il n'est pas toujours optimal. Et donc, j'ai mis une petite image beaucoup plus simple que celle proposée par mes prédécesseurs au micro, où on voit bien que le surplus de production photovoltaïque, par exemple, en milieu de journée, ne coïncide pas avec les pics de charge de début et de fin de journée. Donc, alors, comment optimiser cet apport à l'échelle locale, déjà, puisque je suis parti de l'échelle locale? Est-ce qu'il ne faut pas rechercher un optimum collectif à l'échelle plus large? Si, certainement. C'est une réponse de bon sens. Et là où j'introduis un élément contre-intuitif, eh bien, c'est que je prétends, moi, qu'en matière d'aménagement énergétique, l'optimum collectif n'est pas toujours supérieur à la somme des optimums individuels. En ce sens-là, je mets un petit caillou dans le jardin de Jacques Percebois, mais je suis sûr qu'il ne sera pas totalement en désaccord avec ce que je vais dire. Donc, je disais, plusieurs questions se posent. Comment l'optimiser à l'échelle locale, cet apport énergétique, cette forme de mise en relation à travers le réseau de contribution énergétique locale et renouvelable? Eh bien, le premier moyen, c'est, je l'ai mis en second, mais je vais commencer par là, c'est de le stocker. On sait que l'électricité se stocke mal, mais on peut la stocker sous forme d'eau chaude sanitaire dans nos ballons d'eau chaude. C'est déjà ce qu'on fait, et c'est ce qui était un petit peu optimisé avec le système heure creuse, heure pleine, qui pourrait être réadapté à une réalité des temporalités des usages locaux. Ça peut être, et ça a été dit par Jacques Percebois, à travers les batteries des véhicules. Si on a des véhicules électriques, ce qui n'exclut pas, et au contraire, un changement dans les modèles de mobilité, si on a des véhicules électriques connectés au réseau, on peut solliciter leurs batteries pour du stockage, pour de la charge complémentaire, de façon virtuelle, simplement en décalant leur charge ou en l'étalant à d'autres moments de la journée. Et puis, on peut le faire à travers le foisonnement ou la mixité fonctionnelle. C'est-à-dire que, eh bien, plutôt que de relier que des espaces résidentiels au lieu de production d'électricité ou d'énergie, eh bien, on va y connecter des activités qui vont avoir un cycle d'usage de l'énergie différent
ceux du logement, et du coup, en quelque sorte, soit lisser la courbe de charge, soit la rendre plus synchrone avec les appels de charge. Alors il est sûr que si on charge nos véhicules au moment où on fait la cuisine, au moment où on prend sa douche, etc., on a un pic qui est difficilement absorbable, mais donc si on met en relation de nouveaux équipements de production avec des éléments dans le périmètre direct de ces lieux de production qui vont donc absorber l'électricité produite au moment où elle est produite, et ça optimise partiellement le système. Et puis on peut remonter un petit peu en amont de la fourniture d'électricité en disant mais est-ce que plutôt que de travailler sur une forme d'allocation optimisée, on ne pourrait pas, à partir de la cogénération, donc, avoir, selon les périodes de l'année, les moments de la journée, les besoins, de la chaleur ou de l'électricité, puisque la cogénération donc, suppose de la combustion d'une biomasse supposée renouvelable, donc permet une forme de stockage, ou en tout cas présente plus de souplesse que les nouvelles énergies renouvelables que sont l'éolien ou le photovoltaïque. Mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas rechercher un optimum collectif à une échelle plus large? Et donc là, on a deux grandes modalités. On a la modalité finalement que proposait Jacques Percebois en disant voilà, notre problème, ce n'est pas la consommation d'énergie, c'est la charge énergétique, et pour ça, on a besoin de flexibilité. Et je vous rappelle que les premières expériences de quartiers très équipés de panneaux photovoltaïques, dans la plaine du Var notamment, c'était pour, à l'époque, les énergéticiens qui les avaient lancés, un moyen de tester la possibilité de dépluguer pendant une fraction de seconde, une minute, une heure, une après-midi, un quartier entier qui était en position terminale du réseau de distribution arborescent, de façon à disposer d'une souplesse dans sa desserte. Mais on peut aussi avoir une autre approche qui est plus celle traditionnellement du réseau maillé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui du réseau de distribution. C'est une recherche d'équilibre offre-demande qui est une approche plus territoriale. Et là où le doute émerge, c'est sur finalement la manière d'arbitrer. Quand je dis l'optimum collectif est-il toujours supérieur à la somme des optimums individuels? Encore une fois, dans l'absolu, c'est vrai, mais dès qu'on parle d'aménagement du territoire, on a plusieurs rationalités qui s'opposent, et on peut débattre de ces deux rationalités-là. La première, c'est un optimum collectif du fonctionnement du réseau de distribution d'électricité qui voudrait qu'afin d'éviter d'en dégrader la performance, les appels et les injonctions de puissance ne procèdent pas du seul choix des acteurs décentralisés. Donc on soit dans un modèle doté d'une certaine directivité, on consomme qu'à certaines heures, ou on a des signaux prix qui nous incitent à consommer qu'à certaines heures. Donc ça produit une certaine flexibilité sur le réseau. On est dans une logique descendante, dans une logique de poupée russe, et on a un système électrique sans doute plus robuste. Mais on a une autre rationalité possible qui est celle d'un usage localisé du même réseau, combiné à d'autres vecteurs énergétiques, gaz, chaleur, etc., et conduisant à réaliser un optimum territorial multi-réseau en fonction d'interactions systémiques dont le résultat, en termes de consommation d'énergie ou d'empreinte carbone, peut se révéler meilleur. Et on est dans une logique de coopération, d'équilibre, on est dans une logique ascendante, d'archipel, et on est dans un dispositif peut-être moins robuste, mais sans doute plus résilient aux chocs systémiques qui peuvent affecter le réseau, qui peuvent affecter nos ressources. Donc, pour conclure et débattre, au-delà de la question de l'optimum environnemental ou de l'optimum carbone, de ces deux lectures de l'optimisation territoriale des énergies, dans cet atterrissage, pour parler comme Bruno Latour, ou en tout cas cette territorialisation des réseaux énergétiques, il y a une dimension politique qui est à considérer. La première approche conduit à envisager les collectivités territoriales ou les collectifs citoyens ou militants comme des échelons de gouvernance à ordonner. La seconde comme des échelles de gouvernement légitimes de la transition énergétique, ce qui ne signifie pas que l'optimum collectif, vecteur par vecteur ou réseau par réseau, ne vaudrait rien, ni qu'il n'y a pas de régulation métaterritoriale ou métaréticulaire à opérer, mais qu'au-delà des positions de principe que chacun peut avoir, eh bien, tout ça doit être mesuré, évalué, débattu et négocié.
Voilà, merci. Bien, merci. L'optimum collectif est-il ou n'est-il pas supérieur à la somme des optimums locaux? C'est la grande question finalement des réseaux depuis leur origine, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi donc de terminer avec le regard d'un historien, Christophe Bouneau, qui a maintenant la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup pour cette invitation et le slide, puisque j'ai bien compris, non, on passe merci beaucoup directement au second slide, puisque je n'ai pas la main, c'est ça? Très bien. Donc ici, l'historien 1 doit faire l'heure et passer de l'histoire à la prospective, et on commentera, on terminera par les enjeux justement des scénarios RTE qui doivent être comparés au scénario Négawatt, au scénario ADEME et au scénario Shift. Mais bien entendu, dans un élément où je prends d'emblée ici une posture, une position académique par rapport à mes propres recherches d'historien de l'électrification, c'est que, dans la recherche de sobriété et d'efficacité énergétique, avec 40% de consommation d'énergie en moins à l'échelon à l'horizon 2050, nous aurons une électrification des usages, donc ne surtout pas confondre la source d'énergie et la forme d'énergie. Et deux, ce que j'aurais répondu si je m'étais connecté dans les 4 questions qui sont posées, d'emblée j'assume pleinement la performance du système énergétique est favorisée d'abord par les synergies nationales multi-énergie, mais aussi en même temps par les synergies locales multi-énergie qui sont en complément. Et je rejoins ici pour la question de l'interconnexion, je ne suis pas du tout un spécialiste ni un amateur du véhicule électrique ou du véhicule tout court forcément, mais pour toute la question de l'interconnexion à l'échelon national, européen, régional et territorial. Donc ici, exprès, parce que la correspondance, François Ménard a terminé par la gouvernance. La question de la gouvernance des systèmes énergétiques territoriaux est décisive. Et Bordeaux est un cas tout à fait comparable à Grenoble. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Dalmasso était venu à ce colloque Énergie de Bordeaux. Quelle histoire, puisque avec cette illumination, on voit bien la complexité, l'imbrication et l'encastrement entre le centre boboisé et électrifié, donc effectivement que l'on voit, la métropole et puis l'ensemble de l'archipel girondin. Je fais ici référence bien entendu aux travaux de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. L'opposition entre rural et urbain n'existe plus depuis longtemps dans le domaine énergéticien et dans la question de la gouvernance des systèmes énergétiques avec une entreprise locale de distribution, on a une comparaison tout à fait possible entre la municipalité de Bordeaux, un maire donc écologiste, la métropole donc avec un maire socialiste pour le développement, et la question du département avec des collectivités concédantes et des concessionnaires où le président du syndicat départemental de l'énergie récuse politiquement le concept de solidarité qui serait une aumône par rapport aux territoires ruraux pour le terme très neutre de complémentarité. Donc, slide suivant s'il vous plaît. Exprès, donc ici, nous avons une incarnation de l'entreprise locale de distribution, illustration du socialisme municipal d'Adrien Marquet avant qu'il ne tombe dans la collaboration et qu'il ne devienne vichiste. Ce bâtiment particulièrement art déco qui est devenu une icône du capitalisme touristique puisque c'est désormais le Mama Shelter, mais ici la régie municipale du gaz et de l'électricité qui est une œuvre sociale dans l'imbrication des réseaux de gaz et d'électricité. On continue s'il vous plaît. Et exprès, nous avons ici le premier congrès national d'électrification, parce que l'électrification commence à peine. Je rappelle qu'à l'échelle même de l'Hexagone, l'accès à la ressource électrique, l'accessibilité, la question de la précarité est tout à fait décisive. La question du lobbying, la question de la gouvernance du groupe de pression dans les réseaux qui ne sont pas que des réseaux techniques, qui ne sont pas que des réseaux de consommateurs, qui sont des groupes de pression indiscutablement dans des systèmes de pouvoir qui sont constamment régulés. Ici, on a le premier congrès avant la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies,
uniquement des hommes au passage par rapport à la dimension effectivement gender qui est extrêmement réduite, mais je rappelle que toujours aujourd'hui, même s'il y a le Congrès des maires de France, même s'il y a les distributeurs, même s'il y a donc le transporteur, le poids de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, on l'a trouvé en 1946. Je rappelle que présence au siège, donc au conseil d'administration, non mise en place des établissements régionaux de distribution, et donc on a ici une forme aussi de gouvernance, de recherche de la gouvernance locale. Je rappelle que dans ce millefeuille, dans la transition énergétique, n'oublions pas, alors on recherche toujours juridiquement, n'oublions pas la région qui est le chef de file de la transition énergétique. Donc on a travaillé avec des historiens, des économistes et des sociologues avec RTE pour la question du schéma de raccordement des énergies renouvelables au réseau. Donc c'est tout à fait passionnant, mais c'est une question où la région a quelquefois du mal à trouver sa place. Slide suivant. Que serions-nous? On oublie avec les énergies renouvelables. Je prends exprès ici. Bordeaux a été tributaire pendant très longtemps de l'énergie thermique jusqu'à son interconnexion à l'hydraulique, d'abord par l'énergie hydraulique de la Dordogne, puis surtout par le réseau d'interconnexion qui a électrifié le réseau de l'interconnexion des Pyrénées, puisque la Compagnie du Midi avait un triple rôle, 3 piliers, n'oublions pas la mobilité, le chemin de fer, l'électrification, la houille blanche. Aujourd'hui, que serait la France dans l'équilibre sans les 12% d'électricité d'origine hydraulique, qui est non seulement renouvelable dans la conservation des ressources, mais qui a des steppes. Malheureusement, les steppes, on peut encore peut-être en calculant développer de 2 ou 3%, mais ce n'est pas constamment développement, mais c'est un système de stabilité qui est absolument considérable. La question d'ailleurs de la mobilité donc dans les chemins de fer, mon empreinte carbone est absolument catastrophique, puisque en venant de Bordeaux, on ne peut pas prendre le train. Je suis tributaire d'EasyJet, etc. De prendre quand même le train après, c'est assez absolument. On est allé à un congrès à la Villa Vigoni sur le lac de Côme, 6 moyens de transport différents. Donc, on continue, s'il vous plaît. Donc, nous sommes exprès, donc, en 1992, après le grand programme électronucléaire. Donc, la question de l'optimum de l'interconnexion. Je rappelle que Lénine disait bien, je ne prêche pas ici pour Fabien Roussel, je précise, mais que le communisme, ce sont les soviets et l'électrification. Donc c'est une mutuelle d'assurance contre le risque. Et personnellement, c'est le vrai débat, ça. On va voir le vrai débat entre l'optimum individuel, l'optimum collectif. Moi, je suis un partisan historiquement donc de ces équilibres, que cet équilibre soit assuré par le nucléaire. C'est une autre question tout à fait fondamentale. On va voir que dans les scénarios RTE et les 8, il y en a 4 renouvelables, il y en a 4 nucléaires avec des éléments intermédiaires. Mais cette histoire, au fond, Grenoble n'est rien sans son interconnexion aux ressources hydrauliques, aux ressources hydroélectriques. Bordeaux n'est rien sans son interconnexion à la centrale nucléaire, etc. J'ai fait exprès de prendre la carte de 92. On continue, s'il vous plaît. Exprès. Que serions-nous? Alors ça, c'est exprès, ça date de 2003, parce qu'un historien doit dater au carbone 14 de 2003, 2022, 2035, 2050. Donc avant, assez fascinant d'ailleurs, parce qu'on voit que l'intégration de l'Europe de l'Est a été relativement rapide. Je vous passe la question des interconnexions rêvées et utopiques qui sont, pas utopiques, qui sont du néocolonialisme, utiliser l'exploitation des ressources solaires, Desertec, Medgrid pour faire des interconnexions vers effectivement le nord de la Méditerranée. Mais que serait, ça a été souligné par Jacques Percebois, que serait l'équilibre? On ne sait pas par rapport à la traçabilité, le réseau physique. Nous n'aurions pas d'électricité si nous n'avions pas des échanges, en particulier avec l'Espagne et l'énergie fatale de l'énergie donc éolienne, si nous ne bénéficions pas d'interconnexion avec la Suisse, qui est le moins européen des pays européens, et si nous ne bénéficions pas donc d'apport malheureusement quelquefois d'énergie fossile. On continue s'il vous plaît. Donc la question de la coordination centrale, donc là c'est le dispatching central, photo du début des années 2000, c'est daté d'après les ordinateurs, donc de Saint-Denis, donc qui est le dispatching européen, mais bien entendu la question, alors ça c'est passionnant, la question des dispatching, des postes de transformation, des régulations locales, des mailles locales et régionales est absolument décisive. Il n'y a pas que Enedis, RTE intervient dans la transformation, parce qu'au fait, la décroissance des réseaux, c'est en fait 2 éléments. C'est la modernisation par substitution, par économie d'échelle, et effectivement il peut y avoir décroissance des réseaux, et second élément tout à fait d'accord,
La question décisive, et si l'on croit encore en Schumpeter qui n'est pas mort, c'est lorsque le jour où le stockage, la question du stockage, rien n'empêche intellectuellement de penser que l'on pourra effectivement faire des progrès considérables dans le domaine du stockage, puisque déjà on sait le faire de façon indirecte. On continue s'il vous plaît. Donc exprès, alors on nous bassine depuis 25 ans avec la question des smart grids partout. Alors on appelle smart grids à peu près n'importe quoi. Donc des smart grids. Donc j'ai participé, je suis un vieillard, à Bruxelles, à un premier congrès sur les smart grids. Donc quand on voit ici une carte des smart grids d'Enedis, donc en 2018, il y aurait en France déjà 120 smart grids, à l'échelle européenne 950 smart grids. Alors on a des démonstrateurs, ce ne sont que les démonstrateurs, de nature extrêmement différente, de nature totalement différente quand on voit. Donc on ne va pas ici s'amuser, ce n'est pas l'objet. Slide suivant. Slide suivant, on a fait quand même, ça c'est pour faire un petit peu pour montrer, la question de l'autoconsommation, qui est une question à la fois décisive symboliquement pour approprier, pour faire de la médiation, mais qui dans l'ensemble du système du réseau ne joue qu'un rôle au fond marginal, mais au coût marginal, on sait que c'est très important. On a réalisé, donc ce sont les bailleurs sociaux, c'est l'habitat, donc rive droite à Belsier, on a réalisé donc des expériences effectivement d'autoconsommation collective, mais quand on regarde dans l'équilibre des réseaux, pour l'instant, ce sont des sujets passionnants, pour l'instant ça reste collectivement un peu limité. Slide suivant, alors là il faut aller, 8. Exprès donc pour bien voir déjà entre 2022 et 2050, étape intermédiaire, 2035, l'historien, quoi qu'il arrive, puisque quoi qu'il arrive, même si on développe le nucléaire, on aura besoin de beaucoup d'énergie renouvelable, il n'y a aucun doute, simplement quelle forme d'énergie renouvelable ou sous forme concentrée, déconcentrée, etc. On aura une localisation différente. Une localisation, il manque encore, excusez-moi, il faut que vous alliez la soirée, voilà, il manque le dernier, absolument, non, il y était, c'est bon. Journée d'été, c'était moi qui n'avais pas fait. La comparaison soirée de printemps avec Vence, journée d'été ensoleillée, c'est assez intéressant de voir les différents régimes de consommation qui sont des moyennes, bien entendu statistiques. Slide suivant. Donc, quoi qu'il arrive, il faut renouveler le réseau existant, avec peut-être une décroissance, en tout cas une modernisation, une efficacité. Nous en sommes dans un cycle de renouvellement. Donc, au fond, le rapport RTE, il est biaisé uniquement par un seul élément. Quoi qu'il arrive, RTE, enfin, gagnant n'est pas forcément gagnant, c'est quoi qu'il arrive, jusqu'à preuve du contraire, sauf innovation de rupture technologique, il y aura besoin de plus en plus de réseaux maillés, de réseaux pas uniquement hiérarchisés, architecturés, il y a besoin de plus en plus de réseaux. Le rêve de l'isolat énergétique peut jouer sur des communautés, mais sur des communautés, on travaille pour la moyenne, on travaille quand même. La France est le pays quand même de la péréquation. La France est le pays de la péréquation et de l'unité du territoire et de la péréquation tarifaire, a priori, même s'il est déjà elle est attaquée indirectement. Slide suivant, ce sont les célèbres, alors on ne lit presque rien là, ici, les célèbres scénarios RTE, les 8 scénarios, donc RTE, hein, à gauche, les 4 de M0 à M3 qui sont centrés sur un développement radical des énergies renouvelables, les 4 scénarios à droite qui sont centrés, focalisés sur un développement massif, plus ou moins massif, de l'énergie nucléaire. Mais même avec un développement massif de l'énergie nucléaire, on aura besoin de plus en plus de renouvelables, on aura toujours besoin de l'énergie hydraulique, parce que c'est assez fascinant qu'on oublie toujours dans tous les débats l'énergie hydraulique. Il n'y a que le nucléaire, et puis l'éolien et le solaire. Autre slide. Oui, il n'y en a plus que 2, je vous rassure. Les scénarios de production à l'horizon, alors c'est quand même ce graphique est pas mal fait, parce que c'est le pourcentage en bas, le pourcentage marqué à gauche, 100%, 50%, etc., c'est le pourcentage donc d'énergie renouvelable. Pourcentage d'énergie donc renouvelable, on voit même que dans le scénario nucléaire, on a quand même besoin, quoi qu'il arrive, de beaucoup d'énergie renouvelable. Donc, slide suivant. Oui, rien que dans le domaine des prérequis technologiques et industriels. Déjà, les prérequis technologiques et industriels, je laisse de côté le nucléaire, je me centre ici uniquement sur le réseau, uniquement sur les aspects, les premiers éléments sur le renouvelable. En fait, ces prérequis industriels sont des prérequis politiques et sociétaux. Il n'y a aucun doute, puisque, exemple,
donc développer à cause des nouvelles énergies marines, la question de la flexibilité, la question de la reconfiguration des réseaux, la question d'assurantière, assurer la stabilité du système électrique, faire évoluer les réserves. Donc alors la question quand même qui évolue beaucoup et qui est passionnante, c'est la question des stockages et des systèmes de stockage donc, qui sont utilisés donc effectivement en particulier par RTE en essayant de développer, ce qui permet de développer une complémentarité avec les microgrids. Et on termine, parce que quand même, étant résolument européen, donc c'est la carte en 2019 donc, de ENSOE, qui est le gestionnaire des réseaux européens de transport. Insistons, notre lumière, notre électricité ici en particulier, nous sommes absolument, y compris ici à Lille, à la métropole ou je ne sais pas où, on a besoin de cette mutuelle d'assurance contre le risque qui est européenne, y compris à la maille des quartiers, à moins de vivre effectivement de façon quand même relativement isolée. Les seuls contre-exemples sont les isolats insulaires, Molène, l'île de Saint, les îles du Danemark, bien entendu. Mais il n'y a aucun doute que le réseau est quand même une mutuelle d'assurance contre le risque, y compris dans les écoquartiers, y compris dans les communautés énergéticiennes. Et c'est bien pour ça que l'autoconsommation est un dispositif indispensable, mais qui est complémentaire, et qui n'est jamais total. Je me tais. Bien, ben merci beaucoup là, pour ce tour d'horizon très rapidement brossé avec une position forte. Voilà, les réseaux mutuels d'assurance contre le risque, avec aussi ces questions de positionnement des niveaux d'autoconsommation et d'organisation locale. Il est 7 heures, on est censé avoir terminé. Oui, je suis désolée, on n'a pas très bien géré le temps, mais voilà, ça a permis en tout cas d'avoir des échanges avec la salle. Encore quelques petits points pour terminer. Oui, juste un rappel qu'on a une séance controverse. Aujourd'hui, on était plutôt dans une séance état des connaissances et vous avez pu voir à travers les points de vue assez différents des intervenants qu'il y a matière à controverse. Donc la séance controverse se tiendra le 29 mars de 17h à 19h en ligne et dans un lieu mais qui n'est pas encore défini. Donc on vous invite à regarder le site de Grenoble Capitale Verte et aussi du Conseil scientifique en présence, cette séance, en présence de Michel Derdevé, président de Confrontation Europe, ancien secrétaire général d'Enedis, donc voilà, donc tout à fait une position tout à fait assumée, en présence de Pierre Véry, vice-président de la métro, président de l'ALEC, donc j'ai pas besoin de le présenter davantage, mais c'est aussi un spécialiste de l'échelle bâtiment, donc on change complètement d'échelle. Et puis Vincent Fristo, qui vient de parler, maire adjoint chargé de la transition énergétique de la ville de Grenoble et président de GEG, et qui viendra aussi apporter un double point de vue, celui peut-être d'une entreprise locale de distribution de l'électricité et bien sûr celui d'un élu politique comme Pierre Véry avec des positions, des points de vue territoriaux à diverses échelles. Voilà, donc la controverse continue. On vous invite à la suivre, voire à l'alimenter. Vous pouvez d'ores et déjà regarder le premier événement du mois énergie du Conseil scientifique, c'est à savoir l'intervention d'Anne Lorraine et moi-même sur les communautés énergétiques locales. C'est le Midi Minatech qui a eu lieu le 4 mars, donc là on était vraiment dans l'échelle micro. Vous pourrez voir l'intervention d'aujourd'hui prochainement en visio. Voilà les deux éléments qui viennent partager la connaissance pour que cette controverse soit la plus animée possible. Merci à vous. Et enfin, un dernier mot pour vous dire que l'année Capitale Verte, c'est une année où on essaye de penser
Le mantra, c'est « je pense, je rêve, donc j'agis ». Et donc, je porte ici avec ce petit livret le « donc j'agis », une proposition de défis qui sont proposés à l'ensemble des acteurs du territoire. Celui-ci, c'est en particulier en direction des citoyens, mais il y en a aussi pour les entreprises, les institutions et les associations. Et vous verrez que sur la thématique énergie, on retrouve bien notre triptyque, puisqu'il y a un premier défi qui est « je réduis ma consommation et ma facture d'énergie », donc plutôt sobriété. Un deuxième défi qui est autour de la rénovation thermique des bâtiments, une incitation au diagnostic et à la rénovation énergétique, donc plutôt un volet efficacité. Et enfin, un troisième grand défi, je passe aux énergies renouvelables, avec toute une réflexion à mener pour chacun autour de son fournisseur d'énergie. On a toute une série de livrets. Alors pour ceux qui sont à distance, ils sont bien visibles, les défis, sur le site greengrenoble.eu. Et pour ceux qui sont dans la salle, vous avez la chance de pouvoir repartir avec un petit livret, si vous le souhaitez. C'est pour inciter au présentiel. Merci beaucoup aux intervenants et aux participants et très bonne soirée. Et merci à tous et à toutes.